Je m'excuse, là, mais entre moi et un des hipsters de Radcan, pas sûr lequel qui représente le plus le monde, là. C'est écrit blanc sur noir. C'est une gang de pas bons là-dedans. Le bêtisier 2016 avec Olivier Niquette. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une culture du dénigrement de l'homme au Québec? Sincèrement, si on avait quelqu'un à la Trump ici, ça ferait du bien, là. L'espace, le temps, ça a tout été créé en même temps. Est-ce que je suis vraiment obligé de payer pour ça? Avoir l'obligation occasionne des choses un peu malencontrantes. Les plus grands salauds qu'on a pu voir au cours des derniers mois, ce sont les médias. Ah, qu'on est bien sans les trois autres bozos de la soirée est encore jeune. Olivier Niquette à l'appareil. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là, si vous êtes là. Hein? Si vous n'êtes pas là, ben vous m'écouterez en balado. Je me sens tellement décontracté en ce moment, là. Pas de Jean-Philippe qui texte à je sais pas qui pendant que je parle. Pas de Fred qui m'interrompt pour faire mes blagues avant que je les fasse. Et pas de Jean-Sébastien pour parler de Jean-Sébastien. C'est la magie du temps des fêtes. J'ai presque le goût de prendre une petite pause de silence pour apprécier tout ça. Ah... Bon, c'est assez. Je suis avec vous aujourd'hui pour faire une rétrospective de l'année, mais une rétrospective de toute la bêtise qu'on a entendue dans les médias cette année. Hein. Je suis un grand collectionneur de dérapages médiatiques, que ce soit des lapsus, de l'exagération, de la désinformation, des contradictions, de l'anti-intellectualisme, ou tout ça en même temps. J'ai ça dans mes archives. Et 2016 aura été une année assez riche de ce côté-là. Je ne veux pas vous stresser avec ça, mais la vague Donald Trump a eu des répercussions de par chez nous. Hein. On dit que nous sommes dans une ère post-factuelle. Alors ceux qui gagnent leur vie à avoir beaucoup trop d'opinions basées sur pas grand-chose, ils se sont lâchés lousses en 2016. En plus, nos politiciens ont alimenté tout ça avec beaucoup de cynisme. Le monde du sport continue d'être un terreau fertile pour les dérives. Et d'ailleurs, à la demande générale, je vous ai préparé un mini-épisode de Spornographe 2 à la fin de la présente émission. Il y aura peut-être même des invités surprises si vous êtes gentils, alors restez à l'écoute. Et avec ce portrait de l'année médiatique, j'espère quand même vous faire rire un peu, mais il y a aussi des bonnes chances que je vous fasse pleurer, parce que c'est un petit peu déprimant tout ça. Mais si vous vous sentez pas bien à la fin de cette émission, allez vous faire un petit drink et rappelez-vous les bonnes paroles de Voltaire après l'élection de Donald Trump. Tout va pour le mieux dans le meilleur des ondes. Introspection médiatique. Ce segment sur l'ère post-factuelle est une présentation d'Alexis de Tocqueville qui disait « Une nation fatiguée de longs débats consent volontiers qu'on la dupe pourvu qu'on la repose. » À tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec les médias qui s'analysent eux-mêmes sans vraiment s'en rendre compte. Le dictionnaire Oxford a choisi le mot « post-vérité » comme mot de l'année. Ce sont plus les faits et la vérité qui comptent maintenant, mais bien l'opinion. Et même si c'est sûrement pire aux États-Unis qu'ici, nous ne sommes pas en reste, hein, même que des fois, nos médias le démontrent à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre. Je pense à ce beau moment de candeur d'Isabelle Maréchal du 98.5 FM qui nous parlait du livre d'Yves Lévert sur Claude Jutras. Même lui, il n'aurait pas réussi à parler aux victimes alléguées de Jutras. Fait que là, on nage dans le très, très, très gris, là. Il y a personne qui sait rien, dans le fond. Et finalement, je trouve que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en pense. Qu'est-ce que vous en pensez? 514-790-9850. La question du jour, que pensez-vous de cette chose qu'on sait pas c'est quoi? On ouvre les lignes! En fait, ce sont les opinions qui font vendre maintenant, qui attirent des clics et les médias s'arrachent les grandes gueules qui ont compris ça. Et justement, Bernard Drinville a quitté la politique cette année pour se joindre à Éric Duhaime et il donne maintenant dans la malbouffe de l'opinion. C'est un buffet d'arguments dans lequel nos auditeurs vont se servir allègrement, puis ils vont en avoir pour tous les goûts. Ça, on vous le promet. Puis comme tu as dit tantôt, il y a une chose qu'on leur garantit, c'est que ça sera pas trop plate. Un buffet d'arguments. J'aime ça, Éric Duhaime. Un buffet d'arguments. C'est bon, ça? Eh oui, les médias sont rendus le buffet chinois de l'opinion. Il faut donc pas se surprendre que la démocratie ait pogné la gastro. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces opinions-là sont souvent basées sur de fausses informations. On se rappelle qu'Éric Duhaime a déjà dit qu'il préférait de la mauvaise information à pas d'information pantoute. Et par exemple, cet été, il nous a annoncé en grande pompe que le John Doe qui faisait suivre Julie Snyder, c'était pas PKP. Écoutez, depuis quelques jours, je gratte cette histoire-là. Et l'information que j'ai, c'est qu'effectivement, ce n'est pas Pierre-Carl Péladeau. Le lendemain, par contre, on apprenait que finalement, John Doe était bel et bien PKP et Éric Duhaime a dû faire son mea culpa en évitant toutefois de blâmer ses sources. Les gens à qui j'ai parlé étaient sincères. Si je leur avais fait passer un détecteur de mensonges, ils auraient réussi parce que eux, ce qu'ils m'ont dit dans leur tête, c'était vrai.
Mais oui, dans leur tête, c'était vrai. Hein? C'est ça qui arrive quand on abandonne le journalisme d'enquête à des vendeurs d'opinion usagés. Et l'affaire, c'est que les auditeurs, ils s'en foutent un peu ou n'ont pas vraiment le temps d'explorer davantage les sujets pour déterminer si on leur ment. Hein? C'est un peu ce qui a fait élire Donald Trump. Plus de fausses nouvelles que de vraies nouvelles ont été partagées pendant la dernière campagne aux États-Unis. Il faut pas se tromper, Trump a des émules par chez nous. Hein? Jeff Fillion de Radio X, il s'auto-compare à Trump. Le gars souvent en dehors de la pensée générale, soit présentée par les médias ou par les petits groupes qui ont l'air à dominer la société québécoise. Je vais faire une image. Je suis un peu le Donald Trump de la radio. Ben oui, Fillion est le Trump de la radio et il l'est de plus en plus. Hein? On dirait que Trump a ouvert les vannes et que les animateurs se permettent de dire encore plus n'importe quoi depuis quelques mois. Il a même affirmé, Jeff Fillion, récemment que le professeur de l'Université de Montréal, Michel Seymour, n'existait pas, hein? Parce que Fillion était bien insulté que le prétendu M. Seymour ait dit que Trump était une ordure. Le Radio-Canada prend toujours des gens qu'on ne connaît pas, mais qui vont dire ce qu'eux ont peur de dire. Donc, ils font dire par quelqu'un. Moi, j'ai comme l'impression que c'est du monde qui s'appelle pas de même pantoute, là. C'est des gens, c'est comme des acteurs, on leur donne un genre de texte. Puis là, on leur dit, t'es prof à l'université à l'UQAM, puis toi, t'es prof à l'université de Montréal, tu t'appelles tel nom, puis tu t'en vas en onde, puis tu dis n'importe quoi. D'abord que tu dis ce que nous autres, on veut que tu dises, parce que nous autres, on n'a pas les couilles de le dire. Alors, c'est ça, 2016. Hein? On peut prétendre à la radio qu'un prof d'université est en fait un comédien et personne va vous reprendre. Hein? Ça veut dire qu'en ce moment, il y a des gens qui écoutent Jeff Fillion et qui pensent que Radio-Canada embauche des acteurs pour personnifier des profs d'université. Et ce qui me fascine avec tout ça, c'est que des compagnies respectables embauchent ces gens-là, peu importe qu'ils soient bons ou pas pour la société, juste parce que ça leur permet de faire des profits. Bon, des fois, ils ont quand même des moments de lucidité. Hein? Par exemple, quand Richard Martineau explique les conséquences de la langue de bois qu'utilisent les politiciens. Tout le monde, on est tanné de ça, la cassette, ça va bien quand ça va mal, Christy, ça va bien. Ils sont dans la merde jusqu'au cou. Vraiment jusqu'au cou, là. Il y a des mouches autour d'eux, là, ça n'a pas de bon sens. Ils sont là, hey, correct, tout va bien. Après ça, pourquoi soudainement les gens se tournent vers des populistes, des démagogues, des gens qui disent ce qu'ils pensent? Qu'est-ce que vous pensez? Eh oui, Richard Martineau qui ne veut pas que les gens se tournent vers des populistes démagogues, c'est ce qu'on appelle se tirer dans le pied. Tout ça pour dire que quand vous écoutez quelque chose à la radio, à la télé, dans les journaux, doutez. Hein? Parce que comme le dit le ministre Laurent Lessard... Le doute, c'est la mère de tous les vices. Ouais, bon, c'est pas tout à fait ça, là, mais vous comprenez le principe. C'est le grand moment du palmarès 2016 des plus beaux lapsus. On commence avec la 10e position. Hugues de Roussan de Radio-Canada qui nous parle de potasse ou pas. Alors, si le cartel permettait de mieux contrôler le prix et le niveau de la production mondiale de la potasse. En 9e position, une journaliste que je sais pas c'est qui nous parle d'un système de chauffage. La transition du système de chauffage au système de ventilation printannale et estivale. En 8e position, l'ex-députée libérale Yolande James qui fait une omelette au Club des ex. Attention, c'est pas vrai qu'on peut casser des œufs sans faire d'omelette. En 7e position, mon amie Rebecca McConnell qui a de la misère avec la monarchie autrichienne. François Ferdinand, on le rappelle, qui est l'archiduc d'Autruche, dont l'assassinat a déclenché la Première Guerre mondiale. Mais bon. En 6e position, Martine Ouellette, députée du PQ, qui nous joue du violon. Je pense que c'est bien aussi, mais c'est pour dire que j'ai plusieurs arcs à mon violon. plusieurs cordes à mon violon. En 5e position, bravo à PKP, qui parle comme de la misère sur le pauvre monde. Les adversaires ont sauté là-dessus comme du pain béni, là. En 4e position, notre collègue Sébastien Bovet, qui se ronge le derrière. Il y a des vieux libéraux qui rongent leurs fesses sur les banquettes arrière du Parti libéral qui attendent leur tour. En 3e position, François Bonnardel de la CAQ qui nous invente une nouvelle langue. Cette personne qui vient s'établir au Québec, nécessairement va parler le français. Moi, si je veux m'établir au Pérou demain matin, je pense qu'il faut que j'apprenne le péruvien. Muchas gracias. En 2e position, mes hommages à Manon Massé qui roule sa bosse. Comme féministe qui roule sa boule depuis plusieurs années. Et en 1re position, c'est déjà devenu un classique, Sam Hamad et sa roue à 3 boutons. Tout le monde fait le même principe. C'est pas vrai, là, qu'on vient pas d'inventer la roue à 3 boutons, là. Félicitations à tous les gagnants et meilleure chance la prochaine fois à Justin Trudeau. Politique. Ce segment sur la langue de bois est une présentation d'Alexandre Pouchkine qui disait «
À une vérité ténue et plate, je préfère un mensonge exaltant. Mais les politiciens ont encore parfait leur technique de nous prendre pour des idiots cette année. Hein? Il y a entre autres la technique de la comparaison par rapport pour nous faire comprendre quelque chose de complexe. Et le candidat à la chefferie des conservateurs, Maxime Bernier, est très bon là-dedans. Je pense que les Canadiens le savent. Lorsque la carte de crédit est pleine, c'est pas le temps de prendre une autre carte de crédit. Non, gérer les finances publiques, c'est pas comme gérer sa carte de crédit, mon beau Maxime. Si c'était le cas, à 19 % d'intérêt, on serait en faillite depuis longtemps. Mais, comme le dit Maxime... J'aime simplifier les choses. Voilà. Il y en a aussi qui aiment complexifier les choses, hein, comme le Doc Mayou. Selon lui, si Hélène David s'est fouillée dans le nez à l'Assemblée nationale, c'est à cause d'un ensemble de facteurs qui incluaient le discours plate de la ministre Stéphanie Vallée et la présence de sa sœur Françoise David au même moment à l'Assemblée nationale. Hélène écoute Stéphanie, qui lui rappelle probablement les moments les plus ennuyeux vécus avec sa mère en présence de Françoise. Alors, son inconscient fait le lien et, à son insu, elle se met les doigts dans le nez et s'alimente de son contenu. Donc, c'est à cause de Stéphanie. Alors, on appelle ça un geste régressif qui révèle un conflit intrapsychique. Voilà, hein, ou on peut appeler ça aussi un conflit intranasal, si vous préférez. Il y a le ministre Laurent Lessard, lui, on ne sait pas trop s'il aime simplifier ou complexifier les choses. Par exemple, selon lui, la position de la compagnie Uber au Québec ressemble à celle de quelqu'un qui veut faire des hamburgers. Vous voulez faire les hamburgers de McDonald's, vous voulez faire les hamburgers de Burger King, vous voulez faire les hamburgers de Harvey's, puis vous voulez faire en plus vos propres hamburgers. Donc, quand tu veux faire tous les hamburgers, il y a peut-être un problème pour ceux qui en font déjà. Quand on entend nos ministres comme ça, on se dit que peut-être que c'est vrai finalement que nous sommes nés pour un petit pain hamburger. Sinon, il y a aussi la langue de bois qui a continué de progresser cette année. Hein? Autant les chroniqueurs font tout pour choquer parce que c'est bon pour les codes d'écoute, autant les politiciens ne disent plus rien pour ne pas choquer. Et la championne de dire rien, là, c'est évidemment Mélanie Joly. Le plus grand défi, ça va être vraiment le virage numérique, justement de pouvoir créer de l'innovation. Et cette innovation-là, on doit la créer en créant le bon écosystème. Et donc, épouser ce virage numérique qui est si nécessaire. Justement, c'est un changement de paradigme. On a un besoin immense d'innovation. En créant de l'innovation, comme je le disais, épouser le virage numérique, participer à développer un écosystème, comme je le disais. Et cet écosystème-là va justement aider tout l'écosystème. Et c'est tout l'écosystème qui va en bénéficier. Justement, répondre aux besoins technologiques du virage numérique. Le développement de cet écosystème-là, pour nous, nos artistes, nos journalistes, sont la faune et la flore, en fait, de cet écosystème-là. Et oui, à Radio-Canada, nous sommes la faune et la flore de cet écosystème. Ça expliquerait pourquoi des fois je me sens un petit peu comme le dindon de la farce. Et pour bien survivre dans cet écosystème, il faut évidemment une trousse à outils. En fait, on veut revoir toute la trousse à outils. Ça veut dire quoi concrètement? Les outils ne sont pas nécessairement adaptés à tous les changements technologiques. On doit regarder de façon holistique toute notre trousse à outils. Okay, ça veut dire quoi, ça? Regarder nos leviers, mais voir s'il ne faut pas en développer des nouveaux. Concrètement? On peut développer des nouveaux leviers. OK, mais je vous demande d'être plus concret dans un sens. On a un écosystème très fort et très intégré. Concrètement, donnez-nous un exemple. J'aime à penser qu'on doit s'assurer de bâtir un nouveau pont. Et voilà, en ce qui a trait à l'écosystème de la culture, Mélanie Joly va bâtir un pont avec sa trousse à outils et des leviers. Hein? Comme disait Archimède, « Donnez-moi un levier, je soulèverai la terre ». Malheureusement, Mélanie Joly ne semble rien avoir sur quoi appuyer son levier. Il y a aussi Martin Coiteux qui a une genre de trousse à outils qui l'aide à se donner les moyens de ses ambitions pour rétablir l'équilibre dans le nouveau cadre municipal. On va le rétablir en utilisant les meilleurs moyens pour obtenir l'objectif. Donc, les meilleurs moyens pour obtenir l'objectif, ça n'exclut rien, a priori, comme moyen. On va prendre les meilleurs moyens. OK. C'est-à-dire? C'est ça que l'engagement que le gouvernement a pris. Et les moyens vont être des moyens. Alors, ces moyens-là vont être les meilleurs moyens. Alors voilà, quand vient le temps d'être clair, Martin Coiteux n'a pas les moyens de ses ambitions. Son collègue Gaétan Barrette, lui, a toute une rhétorique pour renverser une situation. Hein. Par exemple, le lavage à la débarbouillette dans les CHSLD, c'est mieux parce que des fois, les gens, ils ont peur des bains. Comprenons-nous bien, là, il y a des gens qui ont peur devant un bain. Il y a des gens là, qui sont dans un état cognitif, là, que quand on les approche du bain, c'est la panique. En fait, selon Gaétan Barrette, on capote un petit peu trop avec les bains. On déifie le bain.
Le bain est élevé au summum de tous les soins d'hygiène, alors que ce n'est pas le cas. Exactement, on déifie le bain. Hein? Il faut arrêter de considérer le bain comme un dieu. Peut-être qu'il faudra aussi arrêter de jeter le petit vieux avec l'eau du bain. Sinon, suite à la fermeture de la maison de thérapie Mélaric pour les alcooliques et toxicomanes, il y a la ministre Lucie Charbonneau qui a refusé qu'on appelle les résidents de cette maison des poquets. Moi, j'ai trop de respect pour les appeler des poquets. Ce sont des poquets de la vie. Moi, je trouve, j'aime mieux dire que ce sont des citoyens qui sont vulnérables. Des gens qui sont émotivement ébranlés. Oui, et ces personnes vulnérables, émotivement ébranlées, se sont retrouvées dans la rue pour sauver une coupe de piastres à cause de la bullshit du gouvernement ou, comme dirait Mme Charlebois, à cause d'une idéologie qui s'apparente à ce qu'on retrouve dans la toilette d'un taureau. Peut-être que ces poquets-là devraient se trouver un travail, en fait, mais c'est pas encouragé par la société dans laquelle nous vivons, selon Mario Dumont. Ça, c'est plus possible parce que on vit dans une société où toutes les notions de travail, le travail, c'est devenu une torture, là. Hein? Je savais pas que c'était si exigeant que de travailler à TVA, mais bon, on veut pas travailler, puis selon Gaétan Barrette, on veut même pas des solutions. Et au Québec, on est dans une société où annoncer que quelqu'un, là, c'est ce que je fais, prend le problème à bas le corps, le taureau par les cornes et on s'en occupe, c'est tourné comme étant quelque chose de négatif. Et oui, au Québec, trouver des solutions géniales, c'est négatif, on n'aime pas ça. Quoi qu'il reste toujours la solution de Jeff Fillion. Singapour, c'est c'est un beau régime, ça. C'est une dictature douce. Tu peux pas jeter ta gomme à terre. Là. Yes! Non. Moi, j'aime beaucoup Singapour. Plus les années avancent et moins en moins je suis un défenseur de la grande démocratie. Je trouve que eux autres ont actuellement le vent dans les voiles, puis nous autres, on roule dans Gravel ou dans pire. Oui, une dictature douce, ça réglerait bien des problèmes. Et on n'est pas loin de ça si on se fie à Christian Dufour de l'ENAP, qui s'indignait du fait que l'on interdise aux gens de fumer sur les terrasses. C'est lié au fond à la liberté d'expression. Je pense qu'on est dans une société où on veut restreindre la liberté du monde. Moi, j'appelle ça le fascisme doux. C'est toujours pour le bien du monde. C'est toujours pour protéger le monde. Oh, j'aime ça, soft fascism. Bon, d'un côté, on a quelqu'un qui espère une dictature douce et de l'autre, quelqu'un qui dit que nous y sommes déjà. Et entre les deux, la nuance qui se retourne dans sa tombe. Élection américaine. Plusieurs ont été surpris que Donald Trump soit élu, mais il suffisait d'être un petit peu attentif pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup de pro-Trump de par chez nous. Il y a le Doc Mayou, par exemple, qui a dit que Donald Trump faisait peur et que c'était parfait comme ça. Donald Trump fait peur. C'est clair qu'il fait peur. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de Donald Trump qui instille la crainte? Oui, que ça nous plaise ou pas, lorsque le respect n'est pas au rendez-vous, on l'impose par la crainte. Et ça vaut au niveau familial, ça vaut au niveau collectif, puis ça vaut au niveau mondial. Jeff Fillion, lui, a réclamé un Trump québécois. Tu sais, je sais qu'on a réussi à rendre ridicule Donald Trump, mais sincèrement, si on avait quelqu'un à la Trump ici, ça ferait du bien, là. Isabelle Maréchal du 98.5 FM a eu la bonne idée d'ouvrir les lignes autour de 7 questions. Alors, les rides d'Hillary Clinton sont-elles pires que la vulgarité de Donald Trump? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a le regretté Jean Lapierre qui a comparé Gaétan Barrette à Donald Trump. Au fond, si on fait un parallèle, Paul, là, on a l'impression qu'il est rendu, qu'il prend les méthodes de Donald Trump. Tout le monde trouve que Donald Trump est un gros bully, un gros mal élevé. Et j'ai l'impression... Ça m'a rappelé ça en écoutant Donald Trump. Donald Trump réincarné au Québec. Luc Lavoie de LCN nous a lui expliqué que c'était pas facile de faire un choix entre Clinton et Trump. Puis là, ils ont le choix entre le choléra et la gonorrhée. Et l'ancien dragon François Lambert nous a annoncé que même si Trump est un peu débile, il aurait voté pour lui. À travers le monde, des présidents débiles mentales, il y en a partout. C'est pas souvent les meilleurs qui sont élus présidents alors que ça devrait l'être. Pourquoi? Les gens sont émotifs, ils se font faire à croire qu'il y a du changement. Parce que le monde veut du changement constamment. Moi, honnêtement, ma vision, j'aimerais ça voir Trump président des États-Unis. Je veux pas voir Clinton là. Ben, mission accomplie, mon dragon. On va justement aller écouter un petit remix que Philippe Roberge, mon réalisateur préféré, nous a construit à partir d'une belle envolée de l'animateur de Radio X, Denis Gravel, qui s'en est pris aux artistes qui n'aiment pas Trump. Nous, au Québec, nous les artistes, nous les créateurs... Mais comment j'explique à mes enfants l'élection de Donald Trump? Mais si t'es pas capable, t'es cave. Moi, quand je vais voir un show, je vais entendre de la musique. Je vais pas là pour me faire casser les oreilles de la politique, n'a rien à foutre. Je vais là pour m'évader de la politique. Je paye pour ça. À partir du moment où j'ai un peu de doute, moi, je prends mes billes puis je vais les mettre ailleurs.
Les artistes comme Green Day ont fait gagner Donald Trump aux États-Unis. C'était pas des punks, ça, Green Day? Les vrais punks, là, c'est ceux-là qui leur ont répondu « Fuck you, Green Day, tu me diras pas pour qui voter. » Pour qui vous prenez-vous? Les nouveaux curés, là, c'est eux autres. Les bien-pensants des médias, les bien-pensants des artistes. C'est terrible, mais ils n'ont pas compris. C'est un manque d'intelligence. Ah, je suis acteur, je médite sur le monde. Puis ça se dit punk, puis ça se dit rock. Veux-tu jouer tes tunes, s'il te plaît? Payer 200$ pour être ici. Si je paye pour un cours de cuisine, parle-moi pas de politique, puis danse pas avec la quête sur la table. Prenez donc des leçons de Roger Waters. Le gars en politique, c'est une couille. Mais dans ses shows, il ferme sa boîte. Building walls like Donald Trump is an absolute nonsense. Tant que vous allez prendre les acheteurs d'albums et les électeurs pour des imbéciles ou des gens qui pensent exactement comme vous autres parce qu'ils achètent vos disques, qu'est-ce que vous allez recevoir face au mépris que vous donnez à ces gens-là? La réplique, elle va être dans l'isoloir. Pour qui vous prenez-vous? Les nouveaux curés, là, c'est eux autres. Les bien-pensants des médias, les bien-pensants des artistes. C'est terrible, mais ils n'ont pas compris. C'est un manque d'intelligence. Ah, je suis acteur, je médite sur le monde. Culture. Ce segment culturel est une présentation de Jean Cocteau qui disait « Le drame de notre temps, c'est que la bêtise se soit mise à penser. » Oui, du côté de la culture, dur début d'année 2016 avec le décès de René Angélil, un décès qui a ému presque toute la planète, sauf bien sûr le Doc Mayou. Ce matin, j'ai entendu une animatrice hystérique. Elle a mentionné que tout le monde était affecté par le deuil de René Angélil. Ben moi, c'est pas du tout, aucunement. Je suis beaucoup plus affecté ce matin par un de mes petits lapins qui ne va pas bien. On lui souhaite prompt rétablissement. Une année un peu difficile aussi pour le cinéma québécois. Hein? Une chance que le film 1,54 est arrivé parce que ce seraient les 3 petits cochons 2 qui auraient le plus scoré au box-office. Et selon M. Guzzo des cinémas du même nom, faut arrêter de vouloir entrer dans la gorge du public des films qu'il n'aime pas, hein? Un peu comme le brocoli dans le fond. Le problème, c'est que c'est dur de faire manger des brocolis à un enfant qui déteste les brocolis. Donc, à y dire, je veux juste te donner des brocolis jusqu'à quand tu apprends à en manger, ça marche pas. Ça serait intéressant peut-être qu'on dise, on va mettre un petit peu de pâte, puis un petit peu de ça, puis on va mettre du brocoli. Tu sais, il y a un commercial qui fait ça, là, qui dit, tu as le droit d'y mentir. Il dit, oui, c'est des pâtes, puis un petit peu de morceau de brocoli dedans. Eh oui, donc au cinéma, pour qu'un film de répertoire passe bien, il faut le mettre dans un gros tas de navets. Sinon, toujours côté cinéma, on a bien sûr beaucoup parlé de Claude Jutras. Hein? Chloé Sainte-Marie est une des rares à l'avoir défendue. Selon elle, on a affaire à un scandale préfabriqué et il ne faut pas oublier que personne n'est sans tâche. Ben moi, j'ai envie de dire que des sans tâche, le mot me fait peur. Hitler, il voulait ça, hein, des gens sans tâche. Mais moi, en tout cas, je suis avec tâche. Oh, 1 point Godwin pour Chloé. Et Godwin, ça, c'est le monsieur qui a théorisé que plus une discussion se rendait loin, plus il y avait de chances que quelqu'un cite Hitler. Prochaine fois qu'il est question de tâche, par contre, peut-être juste se contenter de citer Monsieur Net. Dominique Moret et son faire-valoir JC à Radio X ont voulu démontrer par l'absurde que la même histoire avec quelqu'un d'autre que Jutras aurait causé bien plus d'indignation. Exactement la même histoire, mais remplacez ça par Stephen Harper. Regardez les réactions. Ah, écoute, la tour de Radio-Can fend en deux. Ah, ça va imploser. C'est un peloton d'exécution. Ah oui. Un peloton d'exécution. Qui dit mieux? Puis on va tirer sur le corps, là. On va tirer sur le corps. Puis le lendemain, on va revenir cracher, là, comme l'État islamique le font dans certaines vidéos. Pire que ça va être... OK, juste ça? Un écartèlement par les chevaux. Oui, absolument. Suite au décès, par balle. Ah ouais, puis ensuite, ça va être une grande fête. Puis brûler le corps, brûler le cadavre. Beaucoup d'alcool, du champagne. Du champagne, mais encore? Kumbaya, on va chanter Kumbaya autour du corps calciné de Harper. Là. Voilà, c'est ce qui serait arrivé si Jutras avait été Stephen Harper. Je pense qu'ils ont poussé l'analyse un petit peu trop loin ici. Sinon, les insuccès du cinéma québécois sont peut-être dus à la langue, hein, parce que selon Stéphane Gendron, l'ancien maire de Huntingdon, le français, c'est pas ben winner.
Mais le français, là, c'est vraiment la langue des pauvres. Là. Je veux pas insulter personne à matin, mais si tu veux rester petit, si tu veux pas faire de fric dans la vie, ben tu te limites au marché francophone. Dixit, un gars qui fait de la radio à Québec avec un salaire probablement dans les 6 chiffres. Faut dire qu'on est un petit marché, condamné souvent à vivre de subventions. Et ça insulte bien gros Éric Duhem que ces taxes servent à payer du monde qui n'ont pas de talent, comme Marc Labrèche, par exemple. Je m'en foutrais si c'était pas payé par mes taxes. T'as pas besoin de Labrèche pour exister. Tu t'en fous que la Lui, il a brèche besoin soit de notre portefeuille parce que c'est des oui. sensus. Ils sont pas capables de vivre de leur talent parce qu'ils en ont pas. Puis ils sont obligés de payer, on est obligé de payer des taxes pour les faire vivre artificiellement. Puis parce qu'ils sont riches, parce que Radio-Canada leur bourre les fesses, mais les surveillent de bord puis ils pensent qu'ils sont bons puis qu'ils sont hauts puis qu'ils nous regardent puis ils nous crachent d'en face. Et voilà, Marc Labrèche, la sensu, pas de talent, payé avec nos taxes. Enfin, quelqu'un ose le dire. Segment malaise. On va maintenant écouter les meilleurs moments malaisants de 2016, mettant en vedette Isabelle Maréchal, Alain Gravel, Benoît Dutrisac, Patrick Masbourian, Jean Tremblay, Annie Desrochers et un petit peu José Bové. Jean-François Lisée, vous avez déjà rencontré, vous, Thierry Lhermitte? Je ne crois pas, mais je vais aller le voir au TNM demain soir. Ah bon? Oui. Bon, vous allez lui demander un autographe ou... sur les seins. Il trônait sur le siège de la toilette lorsque le serpent a surgi pour lui mordre le bout de son pénis. Oh, non. Oui, monsieur. Disons que quand tu fais ton papier de toilette, tu pousses un peu. C'est pas un mauvais jeu de mots, ça, là? Presque. La vasectomie, je pense qu'il faut payer, là. Moi, quand je suis allé, j'ai payé de ma poche. Excusez-moi, vraiment, je l'ai pas vu venir, ça. Mon chien jappe en écoutant le reportage d'Hugo. moi, je dis, on va chercher tous les auditeurs qu'on peut. On n'est pas regardant. On va avoir des grosses cotes d'écoute, hein? Ouf, ouf. Et jamais j'ai été dans une situation où on me prend mon passeport et en me disant, on vous remet dans le prochain avion demain matin. Outre votre moustache, on vous a reconnu comment? Des fois, la sauce est un peu piquante, alors il faut l'étirer parce que sinon, ça peut faire trop mal. Parlant de sauce piquante, parlons de la tragédie, celle qui vient de survenir en Italie. Écoutez, madame, là, je sais pas quel âge que vous avez, là, mais vous êtes pas assez naïve pour penser que ces deux choses-là vont pas ensemble. Voyons donc. Hey, là, franchement, là, au-dessus, il y a deux choses différentes. Voyons donc. Hey, la prostitution... puis le nudisme, puis la pédophilie, puis tout ce monde-là, là, voyons donc. Hey. On dirait que des fois, on manque de jugement, vous trouvez pas, vous? Justice. Ce segment sur la loi et l'ordre est une présentation de Talleyrand qui disait « Tout ce qui est excessif est insignifiant ». Mais l'année 2016 a été très fertile en pratiques douteuses, et ça a commencé avec les histoires de paradis fiscaux qu'aurait ou pas utilisé Pierre-Carl Péladeau pendant qu'il était chez Québécois. Il y a d'abord eu un débat, est-ce que c'est correct d'utiliser des paradis fiscaux? Et comme l'a dit Jacques Brassard, ancien ministre du PQ et chroniqueur à Radio X, s'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux. Oh, j'aime ça. Ce matin, j'aime ça, M. Brassard. Oui. Non, une autre affaire que Dominique Moret aime beaucoup. L'enfer fiscal, c'est chez nous, bien évidemment. Et on le sait, l'enfer fiscal est pavé de bonnes intentions. Et PKP a plein de synonymes pour montrer qu'il avait des bonnes intentions quand il a peut-être ou pas fait de l'évitement fiscal. Petit montage. Des paradis fiscaux, on dit des schemes d'optimisation, etc. On peut pas dire que c'est de l'évitement fiscal. Ben, de la stratégie fiscale. Québécois World avait une structure corporative complexe. OK, mais M. Péladeau, un chat, c'est un chat, là. Nous n'utilisions pas ces structures, ce que j'ai appelé exotiques, là. C'est Québécois n'a jamais maximisé l'efficacité fiscale exotique. Non. Donc, les définitions, là, c'est pas nécessairement toujours facile. Non, pas nécessairement toujours, en effet. Mais la question que tout le monde s'est posée après ça, c'est est-ce que PKP a oui ou non demandé à Québécois d'arrêter d'utiliser des schémas stratégiques complexes d'évitement fiscal exotique maximisé? Réponse? Ben, en envoyant le message que je voulais pas qu'il y en ait, je présume que, par voie de conséquence, s'il devait y en avoir, de ne pas utiliser celle qui devait exister. Bon, certains ont trouvé que c'était un petit peu alambiqué comme réponse, alors M. Péladeau a décidé d'être clair, net et précis. Écoutez, sur cette question, j'ai été clair, net et précis, et je ne reviendrai pas là-dessus. Ce que j'ai dit, je l'ai fait, et ce que j'ai dit, je ne l'ai pas fait. Donc là-dessus, là, c'est terminé. Bon, une bonne chose de régler, genre.
Autre grosse affaire, l'arrestation de Nathalie Normando par l'UPAC. La principale intéressée a été très surprise de voir débarquer la police chez elle. Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour, l'UPAC cognera à ma porte et procède à mon arrestation. Et quand je vous dis qu'en quelques secondes, ma vie a basculé, là, vous ferez le test à la maison. Là. Vous ouvrez la porte d'entrée de votre demeure et là, vous apprenez une nouvelle qui vous jette à terre. Oui, vous essayerez ça à la maison de vous faire arrêter par l'UPAC au petit déjeuner. C'est pas évident, ça demande beaucoup de travail. Suite à cette arrestation-là, Mme Normando avait été congédiée par le FM 93 puis embauchée par la station Boulevard après un interminable purgatoire de 6 mois. Son ancien collègue Sam Hamad s'est aussi retrouvé dans l'eau chaude à cause de l'émission Enquête qui révélait qu'il avait un petit peu trop fricoté avec Marc-Yvan Côté. C'est parce que là, vous prenez ça comme du cash et dites des révélations. Moi, j'appelle ça, c'est pas des révélations, c'est plus des insinuations. Ah, c'est pas des révélations, c'est plus des insinuations. Donc, il n'a peut-être pas vraiment commis de faute. J'ai pas commis des fautes, j'ai pas enfreiné la loi. Non, il a juste commis des fautes de français et enfreiné la loi du participe passé. Et ça, personne n'est jamais allé en prison pour ça. M. Hamad a été quand même blanchi par le commissaire à l'éthique, mais il s'était d'abord retiré de son poste de ministre, ce qui a beaucoup ému ses collègues. Un geste noble et courageux à la fois. Très honorable de la part de Sam. Un dévouement exemplaire à sa tâche, était sage et justifié. Le dévouement, l'énergie et le dévouement au bien commun. M. Hamad est un homme courageux. Il a accompli ses tâches de façon remarquable. Courageux, noble, honorable, dévoué, remarquable. Je peux pas croire qu'on s'est passé de ce grand homme au Conseil des ministres pendant la moitié de 2016. Et d'ailleurs, si Philippe Couillard trouve que Sam Hamad est un grand homme, pas surprenant qu'il croit avoir sauvé le Québec. Est-ce que vous êtes dans le déni? Au contraire, je suis dans l'affirmation qu'on a littéralement sauvé le Québec. Oui, et vous irez voir la définition de littéralement dans le dictionnaire. Sinon, en 2016, il y a l'ancienne gouverneure générale Lise Thibault qui s'est retrouvée en prison pour avoir abusé des fonds publics. Et le premier réflexe de son conjoint pendant son passage en prison? Réclamer des fonds publics. J'espère qu'elle va envoyer une facture au ministère de la Sécurité publique pour le support qu'elle donne à ses co-détenus. Ah ouais? Ah oui. Dans quel sens? Ben, Mme Thibault, c'est quelqu'un qui a toujours donné, donc ce qu'elle fait, elle fait exactement ce qu'elle a fait toute sa vie, là. Ah, ben c'est rassurant, hein? Elle est en prison et elle continue de faire ce qu'elle a toujours fait, donner et envoyer la facture au gouvernement. Ça nous fait nous poser des questions sur notre système de justice, hein? Par exemple, dans le cas des agresseurs d'enfants, le maire de Trois-Rivières aimerait des peines plus sévères et il a un exemple. Moi, là, ce que je ferais personnellement, là, je ferais une île, là, OK? Les gens qui sont reconnus coupables, là, sans aucun doute, là, sont pour des meurtres ou des viols comme ça, là, disgracieux, incroyables. Ça serait sur une île, avec des couteaux, je donnerais des couteaux, une vache, des graines de tournesol, puis des pouffettes. Là, vous allez faire votre monde à vous. Des couteaux, une vache, des graines de tournesol, que justice soit faite. Le sujet des enfants choque beaucoup, hein, évidemment. Il y a la ministre Rita DeSantis, elle, qui est allée encore plus loin. Elle saurait quoi faire devant une enseignante qui dirait à un enfant qu'il a un accent trop prononcé. Ma maîtresse me dit « Ma chérie, tu vas jamais réussir dans la vie. Tu parles avec un accent italien. Alors oublie-le. Toute personne qui parlerait à un enfant comme elle a parlé à moi devrait être tuée, massacrée, jetée, je ne sais pas où. Remarquez qu'elle tuerait la personne avant de la massacrer, c'est quand même moins souffrant. Gilles Proulx, lui, a la même idée avec les terroristes, hein, mais il serait un petit peu plus expéditif. Tu fais pas de procès à des morveux de même. T'es amènes au mur exemplaire puis t'es mitrailles. J'ai pas de procès à te faire, morveux. Tu viens de blesser des centaines de personnes puis t'en as tué 34. C'est ça. Le terrorisme fait ressortir toute la beauté de l'humanité. Et dans le fond, la solution, c'est peut-être d'armer les citoyens, comme aux États-Unis. Hein. Selon Guy Morin, le monsieur qui milite pour qu'on puisse avoir tous des guns, c'est pas vraiment dangereux, une mitraillette. Quand on parle d'un AR-15, une arme d'assaut, c'est parce qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est juste qu'il faut remettre les pendules à l'heure un petit peu et dire c'est quoi là, vraiment. Les gens le voient à l'écran, puis je suis convaincu qu'ils voient tout ça comme une arme d'assaut, là. Ben, c'est comme une Honda Civic avec des ailerons, des gros tailleurs, etc. Ça ressemble un petit peu à ça. Non, faut pas se fier aux apparences. Hein. Le AR-15, c'est pareil comme une Honda Civic modifiée. Le problème, c'est que dans les deux cas, ça attire les douchebags. Et d'ailleurs, M. Morin s'est présenté pour le Parti conservateur du Québec aux dernières élections partielles dans Arthabasca et a obtenu 5% des voix, ce qui me donne un petit peu d'espoir en l'humanité. Conditions féminines.
Voici 7 choses que j'ai apprises sur les femmes en 2016. Première chose, les hommes qui pleurent agissent comme des femmes, nous dit Richard Martineau. Mais Mme Céline Hervé-Payette, elle devait être contente de voir Barack Obama pleurer hier. Là. Elle devait dire, parce que quand les gars, on agit comme des femmes, soudainement, là, c'est correct. Là, c'est bon. Correct. Là, on est des bonnes personnes. Là. Deuxième chose, les femmes au volant, c'est un sujet tabou, selon Éric Duhem. Mes collègues me disent que je suis courageux de vous parler de ça ce midi, mais à un moment donné, il faut se dire les vraies affaires. Je veux vous parler des femmes au volant. Troisième chose, les Barbies plus rondes, c'est un mauvais exemple pour les jeunes de nos jours, selon le féministe Richard Martineau. Là, ce que tu dis à ton enfant, qui a 10-12 ans, qui a du surpoids et qui ne fait pas d'exercice, reste comme ça. C'est parfait, regarde. Non, le modèle, on va te donner une grosse Barbie. Ça veut dire que c'est correct d'être comme ça. C'est pas une Barbie obèse morbide, Richard. Quatrième chose, la moitié des femmes ne se déclarent pas féministes. Selon Mario Dumont, qui a fait un sondage sur sa page Facebook auprès de 22 personnes. Trompez-vous pas, moi je l'ai posé la question sur ma page Facebook à mon émission. Hey, il y en a des femmes qui se déclarent pas féministes. À mon avis, c'est quasiment la moitié. Là. Au moins, c'est pas beaucoup de femmes. Cinquième chose, les femmes en politique doivent faire l'école de la vie avant d'obtenir un ministère, selon Gilles Proulx. C'est évident qu'on peut pas arriver à un 50-50 dans un gouvernement selon les responsabilités à donner. Je dis pas qu'elles sont pas capables, mais encore faut-il qu'elles aient fait l'école de la vie avant d'arriver à la tête d'un ministère. Sixième chose, les femmes qui gagnent plus que leur mari causent des problèmes érectiles, selon le Doc Mayou. C'est une des causes de troubles érectiles chez l'homme, lorsque la conjointe gagne plus d'argent. Ça n'a pas de bon sens, ça, Doc. Ben là, ça n'a pas de bon sens. La nature est ainsi faite. Et enfin, septième chose, une femme qui se fait violer, c'est comme un char qui se fait voler, selon Éric Duhem, qui a dû s'excuser par la suite. Il y a personne qui l'a dit. Mais je l'ai pas entendu, ça. Moi. Mais il y a quelque chose aussi. Là, demain matin, là, Sylvain, laisse tes clés de char dans ton char débarré, puis viens-t'en ici faire ton émission, puis fais-toi voler ton char pendant que t'es ici. Puis essaye de réclamer à tes assurances. Puis là, on parle pas, ça n'a rien à voir avec le viol, là. Tout ce que je veux vous dire, c'est que y a d'autres... Est-ce qu'on parle d'une culture du viol si mon assureur refuse de me rembourser le char? Ben non! Voilà, c'est un beau portrait de la femme moderne par l'homme des cavernes. Religion et immigration. Ce segment sur la religion est une présentation de Charles Bukowski qui a déjà dit « Le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, tandis que les plus stupides sont pleins de confiance. » Grosse année du côté de la religion aussi, hein? Pas besoin de vous préciser qu'on va surtout parler de l'islam parce qu'il y a eu quelques dérapages pendant l'année. Agnès Maltais du PQ a dû se défendre d'être islamophobe. Il y a des gens qui trouvent que je suis islamophobe, hein, vous le savez, alors que j'ai des amis musulmans. Là. C'est quoi le problème, là? Toujours un bon argument, ça, hein? Un argument que même Marie-Chantal Toupin utilise. Qu'est-ce que vous pensez des musulmanes voilées, Marie-Chantal Toupin? Je les adore parce que j'ai des amis musulmans. Je sais pas si Agnès Maltais serait contente de savoir qu'elle et Marie-Chantal Toupin partagent le même argumentaire, et surtout le même argumentaire que Rambo Gauthier. J'en ai des amis qui sont de toutes les couleurs, de toutes les races, puis je m'entends très bien avec eux autres. Sauf que là, de la façon que ça se déroule présentement, là, c'est critique un peu, puis c'est dangereux. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur la Côte-Nord, mais je savais pas que c'était rendu dangereux comme ça à cause de l'immigration. Mais c'est vrai qu'on a tendance à sortir le mot islamophobe assez vite, hein? On devrait pouvoir critiquer l'islamisme sans se faire traiter de xénophobe. Et Mario Dumont a quand même une drôle de façon de nous expliquer ça. On s'entend que ce mot-là est une arme, là. Une façon d'interrompre la discussion. Regarde, d'une certaine façon, là, à une époque, là, moi, je me le suis fait faire au Québec, là. Être de droite, là, ça n'avait jamais existé au Québec. Tu sortais une idée économique, il faudrait réduire les dépenses de tel ministère, là. C'est comme si tu te faisais lancer à tête de droite, puis la discussion était finie. C'est un peu ça, l'islamophobie. Eh oui, comme les islamistes radicaux, Mario Dumont a été persécuté parce qu'il voulait réduire les dépenses d'un ministère. Ça me semble un petit peu stretché comme comparaison. Par contre, il y en a qui sont clairement islamophobes parce qu'ils ont peur des burkinis, et ce sont les poissons, hein, comme l'explique Lise Payette. C'est-à-dire se baigner dans la mer habillé comme ça, ça va faire peur aux poissons. On oublie trop souvent le point de vue du poisson dans ce débat. Faut dire que plusieurs se sentent envahis par l'immigration, hein, comme André Arthur de Boulevard FM. L'immigration sans assimilation, c'est une invasion. Tout rime en plus. En plus? Ben oui, ça rime, comme le dit Nathalie Normando, hein? Un vrai poète de l'intolérance, le Rimbaud des démagos, le Baudelaire de Val-Bélair, un élégant qui droppe les gants.
OK, j'arrête. Justement, récemment, on a beaucoup parlé du projet immobilier à Brossard qui voudrait faire un complexe résidentiel pour les musulmans. Claude Roy, l'ancien député de l'ADQ, trouve que les musulmans ne se sont pas bien assimilés, justement, contrairement aux Asiatiques. Ils nous ont amené une culture que tout le monde veut avoir aujourd'hui, une culture asiatique. On mange de plus en plus vietnamien, japonais, etc. Donc, c'est pas vrai qu'ils se sont ghettoisés. On fait un quartier pour qu'on se regroupe, alors que les islamiques veulent se ghettoiser en sortant de la ville, en allant se construire une place où ils vont être tout seuls. Eh oui, ils se sont ghettoisés, contrairement à la culture asiatique qui se résume visiblement aux sushis et aux egg rolls, selon M. Roy. Jean Tremblay, le maire de Saguenay, qui est rendu aussi commentateur à la radio, lui est bien inquiet de ce projet-là. La routine, c'est de dire « Oh, ben, tu sais, c'est seulement quelques-uns. » Ben oui, mais c'est toujours comme ça. Les Allemands, quand ça a commencé, c'était seulement quelques-uns, là. T'avais 98% des Allemands qui étaient pas d'accord avec ça. Voilà, on commence par Brossard et après, qu'est-ce qui arrive? On envahit la Pologne. 1 point Godwin pour M. Tremblay. Heureusement, ce n'est pas la majorité des Saguenayens qui sont extrémistes comme lui. L'animateur Sylvain Bouchard, lui, allait un peu dans le même sens au moment où Nathalie Roy de la CAQ disait que le burkini était un symbole. Êtes-vous au courant qu'à Berlin, au moment où on se parle, si vous voulez faire une joke, vous faites un salut hitlérien à Berlin. Sieg Heil! Êtes-vous au courant que la police va vous arrêter? Êtes-vous au courant? Oui. La police, ils sont extrêmement sévères sur tous les symboles nazis. Même si c'est un symbole. Madame Roy a raison. Le burkini est un symbole de gens qui ont un agenda pour imposer l'islam radical partout. Oui, pour lui, burkini, salut nazi, même affaire. 1 point Godwin pour Sylvain Bouchard. Et malgré tout ce qu'on vient d'entendre, ce ne sont pas les musulmans qui ont été le plus victimes de discrimination cette année, non. Ce sont plutôt les gens comme Denis Gravel de Radio X. Pour vrai, en 2016, on voit beaucoup plus de discrimination envers l'homme blanc moyen qu'envers n'importe quelle autre couche de la société. À un moment donné, Musique Plus, le premier critère pour engager quelqu'un, c'était que tu viennes d'ailleurs. Moi, je pouvais pas rentrer à Musique Plus. Pourquoi? Parce que j'étais pas chinois, j'étais pas russe, j'étais né au Québec. Heureusement, à Radio X, pas de problème parce que toutes les émissions sont animées par un homme blanc moyen. Très moyen, même. Le Sportnographe, c'est la commotion dans la région. Le Sportnographe, la population dans les salons chante à l'unisson. Le Sportnographe est là. Le Sportnographe est là, le Sportnographe est là, le Sportnographe est là. Eh oui, c'est Yvan Piquette, il reste pas beaucoup de temps, mais juste assez quand même pour faire un petit segment Sportnographe 2 pour les nostalgiques. En fait, comme c'est un genre de court-métrage, on pourrait appeler ça le Sportnographe.5. Alors ce soir, je vais pas vous parler des faits saillants de 2016, parce que les faits saillants, on s'en souvient pas mal. Hein? Il y a eu des Olympiques, l'Impact a perdu en demi-finale et Radulov a pas dedans. Dans les faits pas saillants, par contre, il y en a plein qu'on a oubliés. Hein? Par exemple, on a peut-être oublié que l'année a commencé avec Alex Galchenyuk, qui a appelé la police parce que sa blonde l'avait battu. Hein? Il n'y avait pas de joueur de 4e trio pour le défendre cette fois-là. Et justement, autre fait pas saillant de 2016, il y a le goon John Scott qui est allé au match des étoiles de la Ligue nationale après avoir été échangé à Canadien. Georges Larac était très content pour lui, hein, parce que John, il vit sous le seuil de la pauvreté et il a enfin pu faire un peu d'argent en remportant le titre de joueur du match. Il a joué 6 ans en Ligue nationale, il fait 560 000. Ouais. Après les taxes, les impôts, son agent, tout, tu coupes ça en deux, il reste 260 000. 260 000, il n'a pas les moyens de s'acheter une maison avec ça. Il se loue une maison, c'est 4-5 000 par mois meublé parce qu'il y a 3 enfants. Tu sais, en bout de ligne, il reste pas grand-chose, là. Eh oui, il a juste fait 560 000 par année. Il n'a pas les moyens de s'acheter une maison, le pauvre monsieur, hein? Et un autre des plus grands faits non saillants, mais c'est le bilan de fin de saison de Canadiens qu'a fait David Desharnais. Et je vous ai gardé les meilleurs moments. Tout le monde était... je pense que c'est sûr que Bon, je pense que vous comprenez le concept, hein? C'est à l'image de la saison. Marc Bergevin, lui, a profité de l'été pour faire l'acquisition d'un joueur pas intéressant, comme Andrew Shaw, un gars qui a déjà été suspendu pour avoir tenu des propos homophobes, mais qui, selon Vincent Danfous, a du chien. Je trouve que Shaw,
C'est un gars qui a beaucoup plus de chiens. Oui, chat a du chien, fallait y penser quand même. Il a aussi fait l'acquisition d'Alexander Radulov et certains commentateurs comme Bernard Brisset ne voyaient pas son arrivée d'un bon œil. Le quart de ton équipe est russe et on sait que les joueurs russes ont tendance à se regrouper les uns les autres. Ça forme des clics. C'est pas des gars faciles par nature. T'en as de tous les âges là-dedans. Et selon moi, c'est de la graine de problème. C'est de la graine. Et ça va prendre beaucoup de leadership au sein de l'équipe. Oui, les Russes, c'est de la graine. Ça a l'air que d'avoir des préjugés envers les Russes, c'est encore correct en 2016. Fait pas très saillant parce que pas étonnant, il y a Québec qui n'a pas obtenu d'équipe de la Ligue nationale, contrairement à Las Vegas. Le sport principal à Québec restera donc de spéculer sur le retour des Nordiques en écoutant du Metallica. Sad, but true. On a presque oublié aussi que l'aréna Marcel Aubu à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup a changé de nom en 2016. Elle s'appelle maintenant l'aréna du Breton, qui est un producteur de porc et de jambon. Alors ça revient pas mal au même finalement. Et en novembre, Eugénie Bouchard a mis une photo de ses foufounes sur Instagram, le fait saillant de son année, ou plutôt la fesse saillante de son année. Excusez-la. Et enfin, au mois de décembre, on n'en était toujours pas revenu de l'échange de Piquet-Souban contre Shea Weber. C'était encore le sujet numéro 1 de discussion dans les stations de sport. Mais je vous en parle pas plus longtemps, je laisse plutôt Jean-Étienne Eudes nous dire ce qu'il en a pensé. Vous écoutez le Radiovision, le 1430 AM, le soleil d'une communauté en perte de son héros. C'est Jean-Étienne au microphone, accompagné de la reine de la mise en onde, la lumière sur la gratte dans une tempête de neige, Gladys en deuil à la console. Que Dieu te bénisse, Gladys. Car oui, c'est avec le drapeau en berne entre les deux jambes que je vous parle ce soir. 2016 restera à jamais marqué comme une année noire, celle où la perle des Antilles sur la glace, le héros créole de la rondelle, le démon noir, le Black Rocket, Pernell Carl Souban nous a quittés. Le 29 juin, il a chanté « Demain matin, Nashville matin ». Et le soir, nous avons chanté « Ne me quitte pas ». Non, cette journée n'a pas fait rire les oiseaux. Piqué, depuis que tu es parti, Montréal n'est plus la même. Les publicités à la télé sont plus blanches que blanches. Kanye West, ami de Donald Trump, est rendu à l'hôpital. Les pitbulls sont interdits. Le taux de criminalité a augmenté et Carey Price fait des high-five dans le vide du vestiaire laissé par ton absence. Ne sachant à quel Dieu se vouaient les jeunes en perte de repère, errent comme des zombies au métro Saint-Michel en se demandant « Non mais, qui est ce non-saint d'esprit qui nous a volé notre père ?» Eh oui, c'est encore un blanc qui n'a pas supporté ta modestie et ton humilité, Piqué. Comme le dit le dicton de Petit Goyave, des mâles crabes ne peuvent pas vivre dans le même trou. Deux crabes mâles ne peuvent pas vivre dans le même trou. Ton fort caractère était insupportable pour tes blancs patrons. Tu nous laisses dans le noir après nous avoir marqués au fer rouge. C'est le moment tant attendu du palmarès des 10 citations sportives de l'année. En 10e position, Gilbert Delorme qui s'en met beaucoup sur les épaules. Tout le monde met la roue à l'épaule, comme on dit. Oui, absolument. En 9e position, le coureur automobile Alex Tagliani qui se fait botter le derrière. Ça m'a donné le coup de pouce dans le derrière pour dire, bon, ben, j'irai plus faire ce genre de sacrifice. En 8e position, Guy Carbonneau qui est comme Pacioretty ou pas. Max a une personnalité, on a tous une personnalité. Moi, j'étais un peu comme ça non plus. En 7e position, Georges Larac qui découvre que sa gorge est dans son cou. Il voulait 4 millions par année. Les Hawks ne peuvent pas lui donner ça. Il était pris la gorge au cou, mais il l'adore, là. En 6e position, Marc Bergevin, qu'on sait pas trop quelle langue il parle. Quand tu es un jeune défenseur, là, ta lèche est courte. C'est normal. Un Piqué, un Markov, la lèche est plus grande. C'est normal. T'as un plus grand, biggest sample, tu vois ce qu'ils font. En 5e position, Patrick Lalime de TVA, qui a de bons yeux. On le voit très invisible jusqu'à présent. En 4e position, Michel Therrien qui voit dans l'avenir. Non, faut t'apprendre. Moi, faut pas t'oublier.
De toute façon, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Hein? Donc, faut se souvenir du match de demain et apprendre de ce match-là. En troisième position, Mario Tremblay, étonnant. Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'il sera contacté par le comité de discipline de la Ligue nationale? Écoute, ça me surprendrait, mais je ne serais pas surpris. En deuxième position, Marc Bergevin, qui n'y va pas par 4 chemins. Un gros bonhomme qui est solide, qui a une bonne... il est épais, c'est un gros joueur de hockey, alors l'épaisseur du joueur est vraiment intéressante. Et la première étoile de First Star, Patrice Brisebois, qui se prend pour Yogi Berra ou pas. À 4-0, là, ils ont donné tout ce qu'il y avait à donner. Et regarde, ça a failli fonctionner, alors. Tant que c'est fini, c'est pas fini. Tanné de faire rire de ta vieille guenille à patins plein de trous? Guenille à patins sport. Oui, c'est Normand Leblanc chez Guenille à patins sport à Laval. Guenille à patins sport, c'est la plus grande sélection de guenilles à patins au Québec. Guenille à patins canadien série 2010, 7,99. Guenille à patins pas de patrouille avec pas de trou pour pas de petits gars, 8,99. Guenille à patins du Whalers 87-88, condition mine autographiée par Dave Babich, 79,99. Guenille à patins sport. Chez Guenille à patins sport, chacun trouve guenille à patins à son patin. Est-ce que tu me passerais ta guenille à patins? Wow, elle est donc ben hot. Je l'ai prise chez Guenille à patins sport. Malade. Et pour la grande guignolée des médias, pour chaque guenille vendue, un enfant obtiendra gratuitement un café Home Coffee Sport. Oui, c'est Normand Leblanc chez Guenille à patins sport à Laval qui vous dit... C'est quelqu'un qui ne coupe pas les points ronds et qui n'accepte pas les demi-mesures. Puis on tarissait d'éloges envers Sergachev. Ça va être un gars pour mêler la soupe un peu, puis brasser les cartes. Les Américains, s'ils perdent ce soir, c'est la fin pour eux autres. Je pense qu'ils vont sortir avec le couteau dans les dents, comme on dit. Excuse-moi, j'ai comment ça s'appelle ça, un lapsus? Ouais, une crampe au cervelle, ça m'arrive souvent. Et en attendant, Chapdelaine aura 2 mandats. D'abord, tenter de remettre un peu de plomb dans les ailes de cette équipe. Bishop qui garde les buts d'une façon vraiment constante. Nous sommes au lendemain également, de notre émission d'hier. C'est un pas en avant pour reculer encore plus loin. Donc, j'ai hâte de voir, mais écoute. Tu sais, dans le fond, c'est comme un doigt d'honneur silencieux à tout le monde, non? Faut redouter d'ardeur. Alors voilà, c'est tout pour cette émission spéciale Bêtisier 2016. J'espère que ça vous a pas trop déprimé. Je vous invite à m'écouter à La Soirée est encore jeune pendant toute l'année 2017 et j'espère vous retrouver l'an prochain alors que Rambo Gauthier sera à la tête de la CAQ, que Nathalie Normando sera de retour en politique et que Jeff Fillion sera le nouveau chef d'antenne de TVA. Ça devrait être une année plutôt divertissante. Ont participé de leur plein gré à la création de cette émission Philippe Roberge, Dominique Baudouin, Alexandre Courteau, Alexandre Provencher et Julie-Christine Parent. Bonne année!